évidemment très compliqué de conclure une journée comme celle-ci, et même la série de 2 journées. On va essayer de passer à essayer de remettre les choses en perspective, répondre à la question qui avait été par anticipation posée par Bruno Durier tout à l'heure sur mais pourquoi tous ces gens qui ne se comprenaient pas, qui avaient tant de différences, se sont finalement retrouvés dans cette opération de fusion. Et alors, comme on s'était dit que finalement le PSU constitué en 1960 était vraiment très très compliqué, on a choisi de faire appel aux spécialistes du PSU de 1905 pour répondre à ça, parce qu'au moins il aura le regard de l'antériorité. Donc je remercie Gilles Candard, qui est le président de la Société d'études jaurésiennes et qui connaît bien toute cette histoire du PSU d'origine. Il y a plusieurs PSU. Voilà, donc à partir du regard sur le premier, le regard sur le second. Merci Jean-François, merci à vous. Et effectivement, c'est toujours délicat de toute façon de tirer les conclusions d'un colloque, surtout que la dernière fois c'était Michel Perrault, évidemment, ça place quand même la barre très haut. Et puis, quand tu me l'as proposé, je me suis dit que ça m'a rappelé un atelier des rendez-vous d'histoire de Blois où on avait, certains collègues avaient conclu que c'était bien de faire travailler des non-spécialistes sur un sujet parce qu'ils avaient un regard neuf. Ça m'avait paru un éloge de la sainte ignorance qui évidemment choquait le vieux prof qui a le goût du savoir, du travail en archive et tout. J'avais trouvé ça un peu bizarre. Donc effectivement, je ne travaille jamais sur votre période. En général, je m'arrête à la fin de la Troisième République, hein, ou après. Et puis je n'ai aucun lien avec, tu le sais bien, avec l'histoire du PSU. Même quand j'ai fait un peu de militantisme, ce n'est jamais passé par le PSU. Je crois n'avoir jamais voté pour le PSU dans ma vie. Voilà, je peux devenir ministre, moi je ne serais pas dans la catégorie. Mais j'ai eu des sympathies pour le PSU quand j'avais 13 ans, 13-14 ans. 4e, 3e, parce que mes parents, mon papa et ma maman votaient Bernard Ravenel à Bourg-la-Reine, au législatif de 67, au cantonal de 67 et au législatif de 68. Donc tout de même 3 fois de suite, avec un score qui alors s'améliorait. Et je me souviens d'ailleurs, je revois les panneaux d'affichage à Bourg-la-Reine et j'essayais de déchiffrer ça, de comprendre. Et effectivement, j'étais pour Bernard Ravenel aussi à 13-14 ans. Et il y avait Georges Souan en cantonal socialiste indépendant, là je ne comprenais pas très bien. J'avais eu beaucoup de mal à l'identifier politiquement. Je me souviens que je m'étais posé bien des questions. Mais bon, j'ai quelques souvenirs. Alors, ça c'est moi par rapport évidemment au sujet, donc je n'y connais pas grand-chose. Et comme tu me disais, évidemment, on peut dire finalement 1960, enfin 58-60, il y a quand même un regroupement qui se passe dans la mouvance socialiste avec ce parti socialiste unifié. Il y en a, alors à la fois il y a eu d'autres moments de regroupement, surtout il y a le congrès d'Épinay en 1971, c'est tout à fait autre chose, ce serait aussi intéressant à poser un jour, le PSU, les PSU et Épinay en 1971, de même qu'il y a un personnage dont on a très peu parlé aujourd'hui, qui est François Mitterrand. On a parlé de Pierre Mendès France, des difficultés, des noms du PSU. Et dans les quelques lectures que j'ai faites parfois de politique contemporaine, j'ai vu qu'à un moment, semble-t-il, il avait été plus ou moins question d'une éventualité de savoir si Mitterrand pouvait ou non aller au PSU, qu'il semblerait que voilà. Il a voulu adhérer au PSU. On a refusé son adhésion. Qui pouvait être bon manœuvrier de temps en temps, a chargé Alain Savary de faire le rapport. Alain Savary a fait un rapport assez difficile qui parlait surtout de ses positions pour la guerre d'Algérie et a fait juste une petite allusion finale en disant nous n'avons besoin ni d'un porteur de Francis, ni d'un franciscain. Comme quoi Édouard de Preux, toutes ses qualités pouvait ne pas être malhabile. Hein. Donc, il y a 71, et puis il y a effectivement 1905, avec la première unification socialiste. Alors, évidemment, à l'époque, le Parti socialiste unifié, d'ailleurs, c'est plutôt une expression qu'emploient les adversaires du Parti socialiste. Hein. C'est lorsqu'on n'est pas du tout
pour les socialistes. Ah ouais. Puis c'est mon côté ruffin, quoi. C'est lorsqu'on est adversaire du Parti socialiste qu'on parle des socialistes unifiés. C'est vers 1912-1914 qu'on commence un petit peu à le dire, sinon le nom officiel c'est Parti socialiste, section française de l'Internationale ouvrière. Section française de l'Internationale ouvrière avant 14, presque personne de l'emploi, on dit couramment Parti socialiste. Je disais qu'il y avait plusieurs partis socialistes unifiés parce qu'on n'en a pas parlé, mais les spécialistes savent qu'il y a le petit Parti socialiste unitaire de 1948 avec une scission de gauche du Parti socialiste qui, en général, il y a Pierre Stibbe, des noms comme ça, Maurice Pressuire, que tu as connu en banlieue sud, qui en général se retrouve ensuite avec l'Union progressiste, donc plutôt dans la mouvance communiste, encore que, par exemple, Maurice Pressuire fait partie des militants qu'on retrouve au Parti socialiste unifié de 1960, avant d'aller au Parti socialiste. Alors, il me semble que quand on pense aux autres rassemblements socialistes, on voit que la difficulté du rassemblement de 1960, tu l'as évoqué dans ton allocution d'ouverture, en l'appelant sous le double signe de l'unité et du renouvellement. Parce que finalement, en 1971, tout est centré sur l'unité, délégation à l'unité, congrès d'unité des socialistes. Il n'est évidemment pas question de renouvellement, au contraire. François Mitterrand fait un discours où il rappelle des grands classiques, la rupture, hein, vous avez tous cela en tête. 1905 aussi, 1905, c'est un congrès d'unification où on parle de l'unité, l'international a voulu l'unité. Il n'y a qu'un seul objectif, et la déclaration de principe qui est adoptée est une déclaration de principe qui reprend en grande partie, disons, un langage, enfin le langage que préféraient entendre les militants de tradition marxiste, que ce soit les guédistes, les vaillantistes ou les gauches des jaurésistes, qui permet à ce langage d'être admis un peu par tout le monde. Mais on voit bien que quelqu'un comme Jaurès, par exemple, bon, accepte cette déclaration de principe en considérant que ce n'est pas très important, parce que ce n'est pas là que se passe la vie, et qu'ensuite les choses suivront, enfin, et que la vie trancherait de ces débats. Alors, vouloir à la fois l'unité et le renouvellement, c'est évidemment avoir deux objectifs, et c'est toujours très difficile d'avoir deux objectifs. Et donc, très souvent dans la journée, enfin, nous avons tous bien entendu que finalement la difficulté est de savoir comment faire un lien entre ces militants, souvent d'origine, d'âge, de culture, de traditions très différentes. Et on a un peu tous, vous avez un peu tous répondu, bien sûr, en 58, 59, 60, il y a la guerre d'Algérie, mais passé 62, on voit bien que la guerre d'Algérie n'étant pas là, il faut trouver un nouveau thème. Une question qui a été parfois abordée, qui me semble-t-il a été souvent, disons, qu'évoquée, c'est justement celle du contenu de la société que pouvait attendre le PSU. On a parlé parfois de nouvelles approches dans le combat local, etc. Mais je dirais que c'est toute la question qui tournerait autour de l'autogestion, du socialisme autogestionnaire. Ça m'a fait penser au livre récent de Franck Georgi sur le modèle autogestionnaire, la gauche française et l'autogestion yougoslave, et je me suis dit qu'effectivement c'est peut-être là qu'il y aurait aussi quelque chose à creuser. Pourquoi finalement l'idée d'un socialisme autogestionnaire n'a pas pu prendre, après 62, le relais de la lutte anticoloniale, à partir du moment où l'Algérie était devenue indépendante et où la plupart des colonies étaient devenues indépendantes? Ça aurait logiquement dû être le ciment d'un nouveau combat et d'une nouvelle formation politique socialiste, et il semble bien que ce n'a pas été le cas. Quand on regarde les autres moments d'unification socialiste, on voit que finalement on arrive à faire l'amalgame, parce que c'est un peu ça dont il s'agit, à faire l'amalgame entre les générations différentes, avec finalement des choses relativement simples. 1971 avec Mitterrand, il me semble que c'est la conquête des pouvoirs. Pouvoirs locaux d'abord, puis pouvoir national, effectivement ministre, voilà, tout ce qui peut aller avec, et c'est un objectif. 1905, je dirais que c'est propagandé, organisé. C'est le militantisme, le nouveau type de militantisme des partis politiques du XXe siècle, avec l'idée effectivement d'un changement de société complet à la fin, de ce qu'on appelait à l'époque la révolution, sachant que cette révolution peut prendre la forme d'un certain nombre, parfois aussi de réformes ou de conquêtes des pouvoirs publics qu'on ferait.
cet amalgame, oui, on voit bien qu'il est difficile dans le cas du PSU, et cela m'a frappé de voir à quel point, effectivement, la question des rapports entre laïcs et religieux pouvait continuer de se poser dans ce parti, avec souvent l'emploi du terme laïcard, et effectivement, je me demandais un petit peu, enfin, à chaque fois, il aurait peut-être fallu que chaque intervenant dise, pour moi, être laïque, c'est 2 points, être laïcard, c'est 2 points, parce que pour vérifier si nous mettons tous le même contenu derrière les expressions laïque et laïcard. Je me suis demandé si ça s'était posé de la même manière au début du siècle. En 1905, a priori, ça ne se pose pas trop, parce que le parti socialiste fait partie du camp laïque anticlérical qui est en train de faire voter la loi de séparation des églises et de l'État. Si on y réfléchit d'un peu plus près, on voit quand même émerger déjà ce problème-là. Autrement, mais à la fin du 19e, au début du 20e siècle, les socialistes ont à se prononcer pour savoir s'ils doivent se donner une charte philosophique. Après tout, au congrès de Tours, pas celui de 1920, mais celui de 1902, le parti de Jaurès est saisi de la question de savoir si le parti doit se définir comme athée et matérialiste. Pierre Renaudel, un grand nom de socialiste de l'époque, qui était formé dans les milieux très anticléricaux et très offensifs de tradition un peu blanquiste, propose que le Parti socialiste se définisse comme athée. C'est Jaurès doit faire un grand discours pour expliquer que si le Parti socialiste est laïque, il a à se donner comme objectif la transformation sociale, mais il n'a pas à se réclamer d'une philosophie officielle. Donc la question est posée, et en principe je dirais que la ligne de partage me semble être donnée dans ces allées-là, même si bon, ces votes de congrès n'empêchent pas que la question se repose très souvent par la suite. D'ailleurs, une fois la séparation votée, on constate très concrètement le problème. À la pause, nous en parlions avec Jean-François, un problème qui s'était posé avec sa section, mais après la séparation des églises et de l'État, il y a des controverses, comme il y en avait très souvent des réunions publiques dans les préaux d'école, très souvent les contradicteurs des socialistes et des curés, et un jour il se passe quelque chose d'un petit peu ennuyeux. À l'issue de la controverse, le prêtre et le vicaire de Viroflay se dit convaincu par les arguments du socialiste et dit, eh bien oui, vous avez raison, je demande donc à adhérer au parti socialiste SFIO. Blême, c'est compliqué. Le groupe, ça se passe à Paris, le groupe accepte, mais la section demande l'arbitrage. Hein. Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait un prêtre qui soit au Parti socialiste? Et la question va agiter la presse militante socialiste pendant tout un été. Ça va être très compliqué. Heureusement, le prêtre renonce finalement à adhérer. Tout le monde fait bien remarquer qu'il y a déjà des pasteurs protestants. Ça, c'est pas un problème. Qu'il pourrait y avoir des rabbins. C'est pas un problème. Prêtre, non, parce que c'est la puissance politique, culturelle et sociale de la réaction qui serait... les agents de l'État étranger. Mais oui, oui, la puissance du Vatican, c'est bien ça, un petit peu le problème qui est posé. C'est d'ailleurs assez curieux de voir que dans ces débats, il ne faut pas du tout les poser en termes un peu de gauche contre droite, marxiste contre... ou jaurécistes contre guédistes. Les plus ouverts sont les guédistes. Parce que les guédistes de tradition marxiste disent, bon, bah, si le prêtre défend la lutte du travail contre le capital et est d'accord avec la socialisation des moyens de production et d'échange, aucun problème. Hein. Et donc, les guédo-marxistes sont ceux qui acceptent le plus facilement l'adhésion de prêtres de l'Église catholique. Et c'est du côté vaillantiste, les jaurécistes sont évidemment un peu embarrassés, c'est là qu'il y a le plus de réticence. Et donc on discute beaucoup en prenant des exemples étrangers. Je vais faire plaisir à Jean-François. Jean Longuet, petit-fils de Marx, lui, très proche de Jaurès, mais il est partisan quand même d'une conception assez ouverte de la laïcité. Donc il est assez moderne par rapport aux choix qui sont posés. Alors quoi en dire, quoi en faire? Disons que cette question de la laïcité,
je crois qu'il ne faut pas la réserver au seul PSU. Je pense qu'elle vous a peut-être empoisonné la vie, elle vous a peut-être posé des tas de problèmes dans l'existence du PSU, mais il me semble que quand on remonte en arrière, vous voyez, on la voit qu'elle se pose à l'ensemble de la gauche. Elle se pose aux socialistes de toute tendance d'avant 1914, elle se pose, j'ai un peu plus connu, au Parti communiste. Ça n'apparaît pas officiellement parce que le Parti communiste n'a pas la même histoire, donc les problèmes n'apparaissent pas forcément dans un congrès ou dans un colloque, mais les problèmes se posent aussi au Parti communiste, hein, la fameuse main tendue et tout, concrètement, les prêtres ouvriers, est-ce qu'il faut ou pas. La CGT, ça va, la CGT, on peut mettre des prêtres ouvriers au secrétariat confédéral. Au Parti communiste, bon, il y a une tradition de catholiques communistes, mais dans la vie interne du Parti communiste, ça pose aussi problème. Il ne faut pas croire que, parce que les problèmes ne sont pas posés publiquement, évidemment, ils n'existent pas. Et je crois que le problème n'est pas encore aujourd'hui totalement réglé. Enfin, avec les projets de réforme de la loi de 1905, ce sont des problèmes qui vont à nouveau traverser la gauche et qui vont à nouveau traverser l'ensemble des formations politiques de gauche. Je sais que chez les Insoumis, il y a des tas de débats feutrés qui sont très vifs sur cette question, et je pense que chez les socialistes ou d'autres, cela viendra aussi. Donc là, je dirais que la question s'est posée pour le PSU, à mon avis, c'est une des questions fondamentales de la gauche et qu'on ne peut pas évacuer comme ça. Il en va de la question, je dirais, métaphysique, un petit peu comme de la question nationale. Je crois que ce sont des questions qui sont consubstantielles à la vie politique et qu'on ne peut pas croire résolues par une décision de congrès et continuent à se poser sans arrêt. Un peu dans le même esprit, alors je dirais que sur le fonctionnement, les histoires de cartes, d'éviction de secrétaires fédéraux, effectivement ça m'a rappelé ce que Jaurès appelait les misères du Parti socialiste. Donc, moi je suis très attaché à Mireille Haussmann parce que quand elle avait 5 ans, elle a offert un bouquet de fleurs à Jaurès qui venait dans le village où son papa travaillait. Donc c'est sans doute la plus jeune jaurésienne qui ait jamais existé. Et son papa en plus avait fondé l'association des amis de Jules Guesde après. J'entends bien qu'effectivement avec cette double hérédité, jauresso-guédiste, effectivement peut-être qu'avec des militants d'autres milieux, d'autres cultures, etc., il y a peut-être eu des problèmes. Mais les histoires, alors à l'époque, ça c'est pas tellement le nombre d'adhésions, les histoires de groupes qu'on crée ou qu'on ne crée pas pour un congrès, enfin c'est les congrès d'unification de 1899, etc., c'est toute l'histoire du Parti socialiste au XIXe siècle comme au XXe siècle en est chargée. Comment trouve-t-on la solution en 1905? Peut-être en dévitalisant les organismes de direction. Parce que finalement, vous savez, en 1905, la solution, c'est de faire du Parti socialiste une fédération de fédérations. Donc il y a un organisme dirigeant, la CAP, l'équivalent du comité directeur, ou du, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais il a très peu de pouvoir. D'ailleurs, on a décidé, pour éviter que Jaurès ou d'autres aient trop d'influence, on a décidé que les députés ne pourraient pas en faire partie. Résultat, comme les députés n'en font pas partie, c'est pas là que se passe la réalité du pouvoir, ça se passe ailleurs. Donc la manœuvre se retrouve un petit peu contre ceux qui l'avaient lancé. Puis comme après il y a des élus députés, il est obligé aussi d'en sortir. Mais disons que ces questions de compétition, de contrôle, etc., c'est des questions qui se posent toujours. Jaurès aussi, il avait une formule que j'aime bien, moi, il parlait de l'aristocratie de comité, pour parler, alors, effectivement, de la tentation, parfois, pour certains militants, disons, de confisquer l'expression disons, de la politique du milieu populaire au profit de quelques-uns. Alors, comment empêcher ça? C'est très difficile. C'est tout le problème de savoir quelles règles de fonctionnement on se donne. Est-ce qu'il faut éviter que justement ces comités ou ces partis aient trop de pouvoir? Mais alors comment fait-on pour désigner les candidats? Quelle procédure mettons en place sans que ce soit de l'hypocrisie ou que ce soit le grand chef qui décide qui va être tête de liste ou pas? Je ne pense pas qu'on ait encore trouvé la solution aujourd'hui dans les différents partis qui sont en cause, d'ailleurs qu'il s'agisse des partis de gauche ou des autres. Une question, à mon avis,
qui est apparu aujourd'hui, surtout dans la deuxième partie, c'est le fait que, bon, on étudie le PSU, mais il faut peut-être justement essayer de ne pas étudier le PSU tout seul, je dirais. Enfin, le PSU, c'est aussi des rapports avec une vie sociale plus large. Alors j'y pensais quand on a commencé évidemment à parler de la Ligue des droits de l'homme, puis moi qui suis justement à la Société d'études juraisiennes qui est née en 1959 sous la direction du professeur Labrousse, je peux vous dire c'est un milieu fondamentalement PSA, PSU, avec Mélène Reberiou comme représentante implicite, alors ça serait de tribune du communisme, même si à l'époque elle n'était pas sur cette ligne. Les PSA, je les retrouve, et puis il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a d'autres associations. Alors, on voit bien que dans le premier parti socialiste, la question des rapports avec le syndicalisme va être très importante. Les syndicalistes, d'ailleurs, vont s'en défendre en votant la fameuse motion d'Amiens, qu'on appellera plus tard charte d'Amiens, pour dire nous ne sommes pas appelés à être des supplétifs du Parti socialiste. Et il me semble qu'on voit bien qu'au PSA, PSU, ce qui se joue aussi, c'est la question de savoir quels sont les rapports avec l'UNEF, quels sont les rapports avec la FEN, et avec ces différentes tendances. Et donc l'équivalent un petit peu des relations PS-CGT est à explorer aussi pour PSU, PSA, PSU, FEN, UNEF, Ligue des droits de l'homme et autres, et de savoir effectivement comment se passe la répartition, enfin les jeux d'influence et comment peuvent se passer disons les rapports d'influence, sachant que finalement en France on a parfois essayé le modèle un peu social-démocrate léniniste du parti qui commande. À chaque fois ça a complètement échoué, et l'inverse aussi. Il faut toujours qu'on soit et ça se comprend, dans une solution quand même beaucoup plus souple. Notre journée était également sur un temps très court, on l'a dit, 2-3 ans. Je crois donc que ça doit nous amener parfois à faire attention. Alors, je suis personnellement entièrement d'accord avec ceux qui ont dit que, comme Roger Martelly, par exemple, que 1956, c'est un ébranlement très important du Parti communiste. Évidemment, en tribune du communisme, il n'y a qu'une cinquantaine de personnes, mais c'est la pointe de l'aiguille, c'est une crise, se cristallisent là, les intellectuels qui prennent leur distance à ce moment donné. Mais il suffit de regarder les chiffres, justement, les grands résultats électoraux. On voit bien le Parti communiste, 25% à la Libération, en gros, un peu plus, un peu moins. C'est après 56, on voit bien qu'on change entièrement de catégorie. Le Parti communiste, on ne reviendra plus jamais à 25%. Et de même, le Parti socialiste, la guerre d'Algérie et l'acceptation de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, la SFIO ne reviendra jamais à la situation antérieure. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et effectivement, quand il y a une crise, on ne réagit pas forcément en donnant sa démission tout de suite par une lettre au secrétaire général. Ça, c'est une réaction qu'on fait quand on était un militant, disons, convaincu, impliqué, dirigeant et autres. Je pensais à des exemples qui étaient donnés par, justement, tout à l'heure, le nombre de professeurs d'histoire, aux autres historiens qu'on pourrait citer du communisme, qui sont partis discrètement, puisque la mutation, évidemment, c'est plus facile. Quand vous allez ailleurs, Jean-Jacques Becker, par exemple, dans ses souvenirs, dit, je crois que c'est en 1960, qu'il ne reprend pas sa carte au parti. En fait, il avait décidé implicitement en 56, mais il y a les camarades de la cellule, on ne veut pas les vexer, etc. Je sais ça, moi, personnellement, j'ai quitté le Parti communiste en profitant du service militaire et de mon mariage qui m'a permis de changer de quartier, parce qu'on ne veut pas faire de peine non plus aux amis qu'on retrouvait régulièrement en réunion de cellule. Donc, voilà, on trouve le moyen de faire ça. Enfin, certains, et ça dépend des tempéraments. Mon vieux camarade Denis Péchanski, il a envoyé une lettre et il a été exclu officiellement par sa cellule en Normandie, parce que c'est son caractère. Moi, non, je suis parti au service militaire, et puis après j'ai déménagé. Et voilà, ça dépend vraiment ça, des tempéraments. Mais effectivement, à Maurice Agulon, on a dit que c'est bon, un collègue parlait qu'il n'avait pas répondu aux citations. C'est que Maurice Agulon, je crois que dans ses souvenirs, il dit aussi que c'est en 1960 qu'il ne reprend pas sa carte. En fait, depuis 56, il souhaitait partir. Je pense qu'il ne veut pas, et après il ne veut pas prendre d'autres engagements militants. Donc effectivement, je crois qu'après ça se joue justement les différentes manières d'adhérer, de militer. Et alors je pense que alors ça c'est peut-être justement quelque chose. Est-ce que les partis politiques, comme l'a fait longtemps le PSU, mais ça s'est retrouvé dans d'autres partis, notamment aussi au Parti socialiste, qui ont cultivé les réunions de section dans des salles enfumées jusqu'à une heure très tardive,
Est-ce que c'est un modèle de fonctionnement politique qui peut perdurer? On peut discuter. Il n'y a pas si longtemps, comme j'ai travaillé sur l'éducation, je fais parfois des organisations très différentes. J'ai été invité chez des amis de Sud. C'est très sympathique. J'ai retrouvé l'odeur de tabagisme que je ne retrouvais plus depuis 25 ans, mais qui m'ont rappelé la Bourse du Travail d'Antony ou d'autres endroits. Ça existe encore, mais il faut aller dans les locaux de Sud pour la retrouver. Voilà. Bon, alors là, c'était des petits points. J'ai été très sensible à ce qu'a dit Bernard Ravenel tout à l'heure sur la question de la violence et la discussion qui a eu lieu après. Parce que cette question de la violence, ça m'a paru lié effectivement à toute la question de la morale. Je crois que c'est Georges Koncharov qui citait Mounier avec le lien qui doit être fait entre la question de la morale et la question de la révolution économique. Je me dis que c'est vraiment des grandes questions, là aussi de la gauche, et on pourrait d'ailleurs trouver l'équivalent de ce qu'a dit Mounier, aussi bien chez Jaurès, quand il inaugure le monument à Benoît Malon, ou justement chez Benoît Malon lui-même, quand il écrit la morale sociale à la fin du XIXe siècle. Ce sont des grands problèmes. Je crois que c'est tout le problème. Nous sommes tous, finalement, des enfants de la Révolution. Nous sommes tous des enfants de la Révolution. Nous sommes tous des enfants de la guillotine. Nous sommes tous des enfants d'une histoire violente. L'histoire a été violente jusqu'ici, et comme nous sommes tous républicains, progressistes, sociaux, etc., nous sommes tous des enfants de Danton, Robespierre, et des communards qui ont fusillé l'archevêque de Paris, et une vingtaine de jésuites, etc. Nous sommes les enfants de cette histoire. Bien, une fois qu'on a dit qu'on était les enfants de cette histoire, effectivement, est-ce que dans la vie politique du XXIe siècle, est-ce qu'il ne faut pas effectivement s'entendre, préciser, je crois que c'est un peu à cela que nous a invité Bernard Ravenel, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Je crois que là aussi c'est une question qui n'échappe ni au PSU, aux enfants du PSU, que vous êtes tous, ni aux enfants du Parti Socialiste ou du Parti Communiste, sûrement également un certain nombre. Je crois que vraiment, c'est une question qui se pose beaucoup. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec un camarade historien qui, lui, a longtemps milité à la LCR et au NPA, et qui me parlait comme ça de réunions. Alors, évidemment, c'est le courant franquiste, là, de la 4e internationale. Il me disait, oui, Daniel Ben Saïd me racontait, ils avaient décidé de passer à l'action. Donc, côté français, les responsables de la LCR étaient rentrés et avaient dû faire un communiqué qui était paru dans rouge. Côté argentin ou autre, ils étaient passés à l'action, et puis évidemment ils s'étaient retrouvés ensuite jetés dans l'océan Atlantique par les militaires argentins. Ça n'avait pas eu du tout les mêmes conséquences. Je pense qu'effectivement, dans les choses qui sont à refonder du côté de la gauche, le PSU, tout le monde en est d'accord, a apporté beaucoup de choses au patrimoine commun de la gauche, comme nouveaux thèmes, nouvelles discussions et autres, mais je crois qu'aujourd'hui, dans les choses qu'il faut renouveler du côté dans les différentes formations qui peuvent se réclamer de la gauche, c'est peut-être effectivement là un argomento du vocabulaire et de savoir si quand on parle justement de révolution, quand on parle de violence, est-ce que c'est métaphorique, pas métaphorique? Le mouvement des Gilets jaunes, mouvement populaire qui est avec des aspects parfois très sympathiques, parfois moins sympathiques, je pense, doit amener tout le monde à se poser des questions, de se dire concrètement avec quoi sommes-nous d'accord, avec quoi ne sommes-nous pas d'accord, qu'est-ce que nous acceptons et qu'est-ce que nous considérons comme intolérable et sur lequel il faut poser le holà. Alors ça, c'est un débat effectivement qui en 1905 n'avait pas tellement à se poser, parce qu'en 1905, je pense qu'implicitement des gens comme Jaurès et d'autres, Gued, Vaillant, Longuet, Renaudel, se pensait bien qu'on était sortis de la révolution type barricade, la commune, etc. Mais ils étaient, même s'ils étaient déjà critiques sur la notion de progrès, ils étaient dans un pays ou une France où ils pensaient qu'effectivement la méthode pacifique, la méthode parlementaire serait de plus en plus importante. Il y avait le rejet des anarchistes. Voilà. Oui, enfin, rejet des anarchistes à contre l'action directe. En tout cas, de l'action violente des anarchistes, que les anarchistes aussi devaient être en train de rejeter. Parce que les attentats étaient finis. Si anarchiste, ça veut dire qu'on dirige la CGT de manière autonome par rapport au parti politique. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Je pensais à Forchabrol. Oui. Mais ça, justement, même les anarchistes, en principe, avaient fini. Et je crois qu'implicitement, Jaurès et les autres disent, on peut garder comme ça un certain langage, parce qu'on est quand même les enfants de cette histoire, mais bien entendu qu'on va vers une pratique politique qui sera entièrement différente. Je crois qu'aujourd'hui, comme justement nous avons vu que le XXe siècle et le XXIe siècle pouvaient nous réserver des surprises extrêmement contraires, il est nécessaire de clarifier le vocabulaire, parce que
Ce qui paraissait évident malheureusement en 1905 est moins évident aujourd'hui, où on voit bien que dans un certain nombre de cas, la violence, la barbarie, les massacres les plus odieux peuvent se produire. Donc il m'a semblé que la direction qu'indiquait, je crois, Bernard Ravenel tout à l'heure, oui c'est ça, était effectivement à approfondir, sans mettre en cause du tout, parce qu'effectivement, on peut dire, les trotskistes, il y a la révolution, mais à mon avis, tous les courants politiques ont un passé de violence politique, et ça, tout à fait d'accord. Alors là, en tant que vieux jaurésien, une de mes petits, je vais faire vaniteux, motifs de satisfaction d'avoir réussi ces dernières années à bien remettre dans le débat, parce que c'est passé maintenant un petit peu partout, le fameux échange Jaurès-Clémenceau, où lorsque Clémenceau met en cause les violences ouvrières, les débordements qui existaient, que Jaurès combattait, lors des grèves qui suivent la catastrophe de Courrières, 1100 morts, il y a effectivement des débordements ouvriers, et Jaurès qui fait remarquer, bon, il y a la violence ouvrière, c'est certain, c'est pas bien, et la violence des classes dirigeantes qui se passe dans l'atmosphère feutrée des conseils d'administration, etc. Ça, c'est la machine qui broie le travailleur et tout. Bon, c'est une citation que j'ai réussi à bien faire circuler sur Internet et dans la presse et autres. J'en suis très content. C'est effectivement très important vous avez raison de remettre en perspective disons, la réalité de la violence discrète et tranquille des classes dominantes par rapport au milieu populaire. Là-dessus, je suis effectivement entièrement d'accord. Après, nous, dans nos moyens d'action, dans ce que nous voulons faire et autres, nous avons aussi à réfléchir sur ce que nous faisons et comment nous le disons, ne serait-ce que parce qu'à mon avis, de plus en plus, on le voit bien. Il faut un mouvement, disons, de masse pour l'emporter. Enfin, ça, c'est mon côté un peu berdinguerien. Et donc, pour l'emporter, il faut que nous soyons toujours très majoritaires sur des questions. Sinon, nous ne l'emporterons pas. Enfin, bon, là c'est voilà, les communistes italiens à l'ancienne qui vous saluent à l'issue d'une journée sur le PSU. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles.